Regardez, écoutez comme chante la nuit, voyez comme est belle cette terre. Je suis la terre, celle qui, ici même, a gravé pour toujours de son empreinte une des plus extraordinaires aventures des hommes. Et puis, entendez-vous le vent? C'est le vent qui vient de loin, celui qui, avec moi, raconte l'histoire, qui la colporte de chemin en chemin, de maison en maison, de village en village. Il les connaît toutes. Rien ne lui est inconnu. Le soir, à la tombée de la nuit, lorsque vient le moment du repos, ralentissant sa marche, il me les confie comme un secret. Alors, nous nous partageons les confidences. Avec moi, me souffle-t-il, dis aux hommes d'aujourd'hui qu'à chaque brin d'herbe qu'ils fouleront, à chaque chemin qu'ils emprunteront, à chaque regard qu'ils jetteront sur les plaines et les vallées bourguignonnes, ils y trouveront l'histoire. Pas une maison, pas un village, pas une ville qui n'en sera fière. Prenons le temps qu'il convient de la leur raconter et leur dire combien est grande et belle leur aventure. Alise Sainte-Reine. Je le connais bien, ce village, en plein cœur de l'Ossois, là où respire l'humus d'Alésia. Alise, si proche du nom d'Alésia. Est-ce étonnant, puisque le village s'étend au pied du mont Ossois, au pied d'hommes gaulois qui rappellent l'antique place forte défendue par le chef gaulois Vercingétorix. Sainte-Reine, que je vous raconte. Au nom de l'empereur Valérien, le préfet Olybrius règne en maître sur la terre de Bourgogne. Les chrétiens se cachent et souvent se terrent pour vivre leur foi. Et voilà qu'un jour, accompagné de son escorte, Olybrius est à ce point séduit qu'il décide de l'épouser. Reine alors dévoile sa foi. Les pèlerins se rendent au village par milliers et prient pour la guérison de leurs maux. Aujourd'hui encore, le pèlerinage respectant les coutumes anciennes est pratiqué par les adeptes de la petite église. Près de 2 millénaires n'ont ainsi pas effacé le martyre vécu par Reine, jeune villageoise d'un petit village de Bourgogne.
Le 19 juin 1861, par un temps magnifique et par le train impérial, Napoléon III arrive en gare des Laumes, où il est accueilli par des membres de la commission de topographie des Gaules, chargés d'étudier la géographie, l'histoire et l'archéologie nationale. Habillé en bourgeois, afin de ne pas attirer l'attention, l'empereur est conduit immédiatement au chantier des fouilles, situé en contrebas de la bourgade d'Alise-Sainte-Reine. On lui fait dégager symboliquement un élément du fossé qui entourait l'oppidum et inspectait le site. Il se rend sur le mont Auxois pour contempler le paysage et le compare à la description qu'en a donnée Jules César dans ses commentaires. Il consacre l'après-midi à l'examen du mobilier des fouilles, rassemblé dans une salle de l'hôpital d'Alise, cède à diverses sollicitations et fait acquérir une importante collection d'objets, base du futur musée municipal d'Alise-Sainte-Reine. Satisfait de cette visite, l'empereur encourage la poursuite des travaux qui se prolongèrent jusqu'en 1866 et confirmèrent qu'Alésia fut bien le lieu de la célèbre bataille qui depuis plus de 2000 ans aura traversé les siècles et marqué pour toujours la terre d'Alésia. Que je vous parle des Gaulois. Depuis le tout début, je vis avec ces hommes qui ont bâti sur cette terre. À cette époque, les guerres étaient monnaie courante. Les clans, les accords, les trahisons même n'étaient pas rares. Les pouvoirs se disputaient. Pas moins de 80 peuplades en conflit perpétuel. Combien de cris ai-je entendus? Combien de propos sur ces hommes toujours prompts à guerroyer? Des barbares, rapportent les chroniqueurs d'antan. Des sauvages, disaient d'autres. Les cheveux blonds, souvent relevés sur le sommet de la tête, de longues et larges moustaches, rebelles à tout ce qui s'apparente à la discipline. Courageux, téméraires, fiers, mais aussi cruels et sauvages, adorateurs de divinité. Les Romains en ont beaucoup dit. Je me rappelle combien les forgerons gaulois avaient d'adresse, combien étaient élégants leurs bijoux, comme ils façonnaient leurs armes de guerre, leurs boucliers et leurs casques. Je les voyais là-haut, au cœur de l'oppidum, travailler, cultiver. Là-haut aussi, ils se mettaient à l'abri des dangers qui venaient de l'extérieur. Ils y créaient des oppidas, sortes de villes fortifiées, protégées par un fossé profond, entouré d'une muraille d'au moins 4 mètres d'épaisseur, le Murus Gallicus. Je les ai observés, vous savez, fidèles à leurs cérémonies religieuses, s'adressant à leurs dieux et à leurs divinités. Taranis, Esus, ou bien encore Teutatée. Et puis, leur repas, leur amour pour la bonne chair, les cuisseaux de porc, bavards et vantards même. C'était l'occasion de compter leurs exploits de chasseurs et de guerriers. Alors, lorsque les têtes étaient un peu chaudes, ils accompagnaient ces fastueux repas de rire et de jeux de combat. Magnifique occasion de se lancer quelques défis.
Il sera dit que la terre de Bourgogne écrira son histoire. Au centre de cette histoire, la conquête de territoire. Il y a fort longtemps, s'opposent deux civilisations. La civilisation gauloise et venant du sud, la civilisation romaine. Si la guerre des Gaules a connu sa phase finale ici, à Alésia, c'est bien avant qu'il convient d'en défiler l'histoire. Déjà bien antérieurement, les chefs gaulois s'opposent entre eux et le long processus de la guerre des Gaules constitue un événement majeur dans l'histoire de l'Europe. Depuis la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Rome est maîtresse d'une partie de la Gaule, dont le territoire s'étend de la plaine du Pô aux Alpes. À la fin du IIe siècle, elle soumet la Gaule méridionale et la vallée du Rhône qu'elle érige en province romaine. Vers 155 avant Jésus-Christ, le consul Flavius affronte une coalition arverne et allobroge. Le roi arverne, dit Tuitos, est fait prisonnier et emmené en Italie. Au même moment, les Gaulois rivaux, les Éduins, sont accueillis au Sénat et proclamés amis de Rome. Dès cet instant, le reste des territoires situés au sud et à l'est des Cévennes est rapidement soumis. En l'an 121 avant Jésus-Christ, c'est la Gaule transalpine, ou plus simplement Provincia, qui est soumise au pouvoir de Rome. Au nord s'étend l'immensité de la Gaule celtique. Enfin, quelques années plus tard, en l'an 80 avant Jésus-Christ, c'est Celtile, père de Vercingétorix, qui, voulant restaurer un pouvoir régalien comme aux temps anciens, échoue dans sa tentative. Il est fait prisonnier par l'aristocratie de son peuple et brûlé vif. César peut bientôt parvenir à ses fins.